Ethan Couch, un adolescent issu d'une famille aisée, est devenu tristement célèbre. En 2013, il a tué 4 personnes dans un accident de voiture car il était ivre au volant. Alors âgé de 16 ans, il a reçu une simple mise à l'épreuve assortie d'une obligation de soins grâce à une ligne de défense qui a scandalisé l'opinion publique. Selon ses avocats, il aurait souffert d'influenza, la maladie de l'enfant gâté, qui voulait qu'ayant toujours eu tout ce qu'il désirait de ses parents, il était incapable de distinguer le bien du mal. Brian Jennings, un pasteur, fait partie des victimes décédées dans ce drame. Ce jour-là, Timothy Williams a perdu son meilleur ami. Mon amitié avec Brian remontait très loin. On était au lycée ensemble. J'ai été son témoin de mariage et lui le mien. Pourtant, il a entrepris une démarche peu courante. Rencontrer le jeune chauffard qui était alors en prison pour n'avoir pas respecté les conditions de sa mise à l'épreuve. Quelle leçon Ethan Couch avait-il tiré de cette nuit tragique? Il m'a dit « Je suis quelqu'un de mauvais, j'ai causé trop de dégâts, j'ai brisé des vies. » Les médias se sont emparés de cette histoire. À l'époque, ils ont dépeint Ethan comme un ado pourri gâté qui s'en était sorti à bon compte alors qu'il avait tué des gens. Une vidéo le montrant en train de violer son contrôle judiciaire lui a valu un nouveau passage devant la justice. En le voyant encourager ses amis à un concours de bière pong, ma première réaction a été de me dire « Ce gamin n'a décidément rien compris ». Pour échapper à une sanction, il ne va pas hésiter à prendre la fuite. Il aggravait encore son cas. Franchement, je n'en revenais pas. Ethan Couch éprouvait-il des remords? Était-il capable de revenir sur le droit chemin? Je lui ai dit « Ethan, personne n'a plus besoin que toi d'être pardonné. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des choses bien pires, mais ce n'est pas d'eux dont je me préoccupe. Et toi, tu as besoin de faire entrer le pardon dans ta vie. » Un pasteur allait tenter de répondre à ces questions. Et pour cela, il a accepté de s'asseoir en face de l'homme qui a tué son meilleur ami. En 2013, Ethan Couch, 16 ans, prend le volant en état d'ébriété et fauche 4 personnes. Aucune ne survivra. Au tribunal pour enfants, ses avocats plaident l'influenza, une maladie due à son éducation d'enfant ultra privilégié qui l'empêcherait de comprendre les conséquences de ses actes. Quand il est condamné à une simple mise à l'épreuve de 10 ans, assortie d'une obligation de soins, la population crie au scandale. Et les médias s'indignent. L'adolescent n'est pas la seule cible de la colère générale. Ses parents, Fred et Tonya Couch, sont aussi sous le feu des critiques. Les gens étaient comme enragés. C'est scandaleux, c'est un prétexte minable. Ce gosse de riche qui a tué 4 personnes va s'en tirer. Le monde entier était furieux. Il y a eu un lynchage sur Internet. Les gens réclamaient la tête de tous ceux qui étaient impliqués dans son procès. Il y avait le sentiment d'une justice à 2 vitesses, selon qu'on était riche ou pauvre, noir ou blanc. Pourquoi était-on aussi clément avec un jeune homme qui avait tué 4 personnes et en avait grièvement blessé une 5e, quand d'autres allaient en prison pour des faits bien moins graves? Cette condamnation a envoyé le message que les riches pouvaient se permettre de ne pas suivre les règles censées s'appliquer à tous. L'accusé reçoit une mise à l'épreuve de 10 ans. Mais 24 mois après ce que beaucoup considèrent comme une simple tape sur les doigts, une vidéo le montrant en train de boire, une infraction à son contrôle judiciaire, fuite sur Internet. Plutôt que d'affronter les conséquences, Ethan Couch et sa mère s'enfuient au Mexique. Un mandat d'arrêt international est alors lancé. Le grand public et les médias suivent cette chasse à l'homme avec un sentiment d'écœurement et de ressentiment. Les gens ont été encore plus furieux quand il s'est enfui. C'était vraiment la preuve qu'il ne changerait jamais. Le jeune homme est rapidement arrêté et extradé vers les États-Unis. Cette fois, il est condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir violé les termes de sa mise à l'épreuve. Pendant que l'opinion et les médias considèrent cette sanction comme un juste retour des choses, l'aumônier Timothy Williams veut y voir une chance pour Ethan Couch. Même si personne ne mérite le pardon, j'estime qu'il est sain de l'accorder. On peut trouver surprenant que cet homme endeuillé ait eu envie de tendre la main à ce détenu. Il était le meilleur ami de Brian Jennings, le pasteur qui faisait partie des victimes de la collision mortelle survenue en 2013. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre, voire n'ont pas compris du tout ma relation avec Ethan. Je ne cherche en aucun cas à excuser ses agissements, tout ce qu'il a fait cette nuit-là et qui a conduit à ce drame terrible.
J'ai simplement réfléchi et je suis parvenu à la conclusion que Brian aurait tendu la main à un jeune comme Ethan. Pendant toutes ces années où il a officié comme pasteur, j'ai vu mon ami aider des adolescents qui avaient des problèmes parce que ça lui rappelait notre jeunesse. Alors qu'Ethan Couch était en prison, Timothy Williams a demandé à le rencontrer et il a accepté. J'ai eu énormément de temps pour m'y préparer, émotionnellement et mentalement. Mais je n'ai rien fait de particulier en dehors de réfléchir et prier. Je me suis demandé de quoi j'allais pouvoir parler avec lui. J'appréhendais un peu de le rencontrer, parce que même si j'espérais qu'il en sortirait quelque chose de positif, qu'il aurait mûri, je savais que les choses ne se passent pas toujours comme on veut. On ne peut jamais savoir. Ma première visite à Ethan s'est faite en visio parce qu'il était à l'isolement. Ça m'a fait bizarre de l'entendre me demander « Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là ?» Ce n'était pas de l'impolitesse, mais pour lui, tout était simplement tout noir ou tout blanc. Ça m'a surpris. J'ai réfléchi un moment et je lui ai répondu « Je suis ici parce que Brian était mon meilleur ami. J'ai été son témoin de mariage. On se connaissait depuis le lycée. Je cherche à savoir si je peux mettre mes espoirs en toi. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Rien ne m'y oblige et toi non plus. Je n'ai pas d'intention cachée. J'aimerais seulement apprendre à te connaître et voir ce que ça pourrait donner si je peux t'aider et réciproquement. Bref, je ne sais pas trop, mais je suis là. Tu en penses quoi? Il commence à s'entretenir régulièrement. L'aumônier lui rend 93 visites sur une période de 23 mois. Il est touché par ce jeune homme. Celui-là même que la presse a surnommé l'ado le plus détesté d'Amérique. Ethan était un peu comme Brian et moi dans notre jeunesse. Pas complètement, mais un peu. On avait la même insouciance, une certaine arrogance. On se sentait capable de tout affronter. La plupart des adolescents sont comme ça. Ethan faisait rarement allusion à son éducation ou à son enfance. Je crois que les seules fois où ça arrivait, c'était quand je lui parlais de quelque chose qui s'était dit au procès ou que j'avais lu dans les journaux. Quand les avocats d'Ethan Couch ont annoncé leur ligne de défense au tribunal, la maladie de l'enfant gâté, son éducation s'est retrouvée au cœur du battage médiatique. Avant sa naissance, Fred Couch, son père, avait lui-même eu quelques démêlés avec la justice. Fred Couch était un personnage mystérieux, avec un côté un peu rustre. Un psychologue l'a décrit comme un gros dur arrogant qui a toujours baigné dans l'argent. Lors d'un incident en 1982, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il se serait vanté auprès de l'agent qui l'interpellait de gagner plus d'argent en une journée que lui en une seule année. Il épouse Tonya en 1986. Ethan naît l'année suivante. La famille vit à Burleson, au Texas, une banlieue de la métropole Dallas-Fort Worth. Ils habitaient dans une demeure immense, à Burleson. Ils menaient une vie agréable, un terrain de 2,5 hectares, un grand garage, une maison idéale pour faire la fête. Les Couch accèdent aux 4 volontés de leur fils. Ethan avait même eu un quad. Il avait tout ce dont un enfant peut rêver. Tout le monde s'accorde à dire qu'il cédait à tous ses caprices, quels qu'ils soient. Le garçon faisait tout ce qu'il voulait. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Et la relation du couple se dégrade. Apparemment, leur mariage battait de l'aile et il y avait des tensions. C'était des disputes permanentes. D'après les documents présentés au procès, Tonya Couch souffrait depuis longtemps d'une addiction aux médicaments. Fred Couch accuse sa femme de prendre de la Vicodine et d'en avoir donné à leur fils. D'après la presse, la police était fréquemment appelée à leur domicile. Un jour, un travailleur social se présenta même chez eux pour s'entretenir avec le garçon. La personne a écrit dans son rapport qu'Ethan n'avait pas du tout l'air perturbé par la présence de la police. Apparemment, ce n'était pas la première fois. Il ne s'en étonnait même plus. Face au naufrage de son mariage, Tonya Couch se recentre sur sa relation avec son fils. Il devient sa raison de vivre. Fais de beaux rêves, mon petit protecteur. Elle disait d'Ethan qu'il veillait sur elle, même s'il n'avait que 9 ans. Elle a même fini par faire installer un autre lit pour lui dans sa chambre. Quand on étudie la relation entre Ethan et sa mère, on voit clairement qu'ils étaient trop fusionnels, beaucoup trop. C'est extrêmement toxique pour un enfant.
Au procès, un psychologue a expliqué que ses deux parents l'avaient traité très tôt comme un adulte. Et ils ont oublié que ce n'était qu'un enfant. À l'âge de 13 ans, Ethan Couch se rend seul à l'école en voiture. Quand la directrice du collège le découvre, elle convoque son père. Elle le menace de ne plus accueillir son fils, ne pouvant tolérer qu'un adolescent aussi jeune arrive au volant d'une voiture. Fred Couch l'a traité de tous les noms. Et il lui a répliqué que si c'était comme ça, il achèterait l'école. Une fois de plus, l'exemple qu'il donnait à son fils, c'est que quand tu n'as pas ce que tu veux, il suffit de sortir le carnet de chèques pour l'obtenir. Fred Couch ne met pas sa menace à exécution. Au lieu de ça, il retire son fils de l'établissement. Ses parents l'ont retiré de l'école privée où il était inscrit et scolarisé à la maison. Mais il n'a pas l'air d'avoir appris grand-chose. Et à 15 ans, il était totalement déscolarisé. En entendant Fred Couch parler de la façon dont il élevait son fils, je me suis dit qu'Ethan payait le prix de ses erreurs. Alors qu'ils avaient divorcé, Fred et Tonya Couch se remarient en 2011. Ils emménagent dans une maison encore plus grande, à Fort Worth, dans l'État du Texas. Ethan a habité là un moment. Et puis un jour, il a raconté à des amis qu'après une violente dispute avec son père, il était retourné vivre dans leur ancienne maison à Burleson. Il habitait seul là-bas. Les parents ont déclaré au procès que c'était temporaire, qu'Ethan était chargé de préparer la maison pour la vente. Mais en réalité, c'était sa garçonnière et l'endroit où il faisait la fête. C'était en quelque sorte chez Ethan. Il pouvait faire ce qu'il voulait entre ses murs. Février 2013. La police repère le pick-up de Tonya Couch sur le parking d'un magasin fermé pour la nuit. À l'intérieur du véhicule, les agents découvrent une jeune fille de 14 ans, nue et inconsciente. Non loin de là, ils tombent sur le conducteur du véhicule, Ethan Couch, en train d'uriner. L'adolescent n'a que 15 ans et il est ivre. Comme il est mineur, ils appellent sa mère. Elle arrive rapidement sur les lieux. L'un des agents qui ont procédé à l'interpellation fait une faveur à Ethan. Il passe l'éponge sur la conduite sans permis et retient uniquement la possession et la consommation de stupéfiants. Il rappelle à l'adolescent que l'alcool et la conduite font rarement bon ménage et peuvent provoquer des tragédies. Le policier a voulu l'aider et le convaincre de se reprendre en main avant qu'il soit trop tard. Il lui a dit « Si tu savais le nombre de gamins que j'ai vu prendre le même chemin que toi et gâcher leur vie, je te laisse une chance. » En guise de remerciement, Ethan lui aurait alors répondu « Merci d'avoir ruiné ma vie ». Il a été condamné à des travaux d'intérêt général et à suivre un stage de sensibilisation sur l'alcool. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Les parents d'Ethan Couch n'en tirent aucune conséquence. Et l'adolescent continue de faire la fête. Ses parents auraient dû se remettre en question et le punir pour qu'il comprenne que ses actes ont des conséquences. Ils auraient dû lui apprendre à respecter la loi et lui imposer des limites. Dans ce contexte, la survenue d'un drame est inévitable et il sera malheureusement mortel pour 4 innocents. Jugé au tribunal pour enfants, Ethan Couch est bientôt surnommé l'adolescent malade d'être riche à cause de sa ligne de défense controversée. Ses avocats n'hésitent pas à soutenir que, parce que ses parents ne lui ont jamais refusé quoi que ce soit, il est incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Et malgré le décès de 4 personnes dans l'accident, il s'en sort avec une simple mise à l'épreuve, une sanction jugée insuffisante par beaucoup. Mais après sa fuite au Mexique avec sa mère, il est finalement envoyé en prison pour 2 ans. C'est à ce moment-là que l'aumônier Timothy Williams prend contact avec lui dans un esprit de pardon et de réconciliation. J'ai décidé d'accorder mon pardon à Ethan et à toutes les personnes impliquées dans cette histoire. Il était devenu évident pour moi que j'en avais besoin, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est sain, ça aide à avancer. Les premiers mois, les entretiens se font par écran interposé. Nos premiers rendez-vous ont eu lieu quand Ethan était à l'isolement. Ils étaient limités à 30 minutes. Avant de se voir régulièrement en prison, Ethan Couch et Timothy Williams ne se connaissaient pas. Leurs destins se sont croisés pour la première fois le 15 juin 2013, quand le jeune chauffeur a provoqué un accident sur la route de Burleson dans le comté de Tarrant, au Texas. Il avait alors 16 ans. Cette nuit-là, il avait invité ses copains à faire la fête dans l'ancienne maison de ses parents.
Ils ont passé la nuit à boire et à jouer au billard pong dans la maison de Burleson sans qu'aucun adulte soit présent. La bière coule à flot, et des alcools forts aussi. Parmi les invités se trouvait Sergio Molina, un adolescent passionné de football. D'après son frère, il aurait été poussé à boire. Ils l'ont forcé à boire un shot d'alcool de grain. Ils l'ont menacé de l'emmener dans les bois et de l'abandonner là-bas s'il ne le faisait pas. Et sous la pression, à force d'insister, lui qui n'avait jamais bu, ne buvait pas. Il a cédé. Ils lui ont fait avaler de l'alcool à 70 degrés. Les textos qu'il a écrits après n'avaient plus aucun sens. Plus tard dans la soirée, Star Tig, l'ex-petite amie d'Ethan Couch, vient le voir car elle a un problème. À un moment, la seule fille du groupe a réalisé que ses règles venaient d'arriver. Elle a demandé à Ethan s'il y avait des tampons chez lui. Alors il lui a proposé de la conduire au magasin le plus proche pour en acheter. Il ne connaissait pas beaucoup de ses invités. Il ne voulait pas laisser des inconnus chez lui. Alors il a entassé tout le monde dans son pick-up. Sergio Molina, qui ne connaît l'organisateur de la soirée que par l'intermédiaire d'un ami commun, s'assoit à l'arrière sur le plateau du pick-up avec un autre adolescent. Le reste du groupe se serre dans le véhicule. Ethan Couch prend place derrière le volant alors qu'il a beaucoup trop bu. Et il démarre en trompe dans la nuit. À moins d'1 kilomètre de là, la famille Boyles est devant la télévision quand elle entend un grand fracas à l'extérieur. Devant la maison, une conductrice de 24 ans vient d'emboutir la boîte aux lettres. Sa voiture a fait une embardée à cause d'un pneu crevé. Une jeune femme avait accidentellement roulé dans le fossé. Il faut savoir que cette route était bordée des deux côtés par des fossés très profonds, peut-être plus d'1 mètre. Eric Boyles s'éloigne un instant pour mettre la boîte aux lettres endommagée au garage. Sa femme Holly et sa fille Shelby restent avec Brianna Mitchell pendant qu'elle téléphone à sa mère. Un pick-up s'arrête à leur niveau. Son conducteur est le pasteur Brian Jennings. Brian et moi, on s'est connus quand on avait 15 ans. On pratiquait tous les deux la danse, on participait à des concours à l'école. Et puis on est passé au niveau supérieur. On a remporté un concours de talent organisé dans le comté. Un studio de danse nous a repérés et engagés comme professeurs. On était 4 garçons et on faisait des démonstrations de hip-hop. C'était très en vogue à l'époque. Brian était quelqu'un de très sociable, il était très extraverti. Il mettait de l'animation et de la bonne humeur partout. Il était un modèle pour tous ceux qui le fréquentaient, en tant que père, en tant que mari et aussi en tant qu'ami. Il avait organisé une fête chez lui ce jour-là pour célébrer le diplôme de son fils aîné. Il était en train de rapporter la table et les chaises qu'il avait empruntées à l'église pour la fête. Il a vu la voiture dans le fossé, alors il s'est arrêté pour proposer son aide. Il était comme ça. Il voulait voir s'il pouvait être utile et faire quelque chose pour eux. 2 jeunes garçons se trouvaient dans son pick-up. Brian leur a dit de ne pas descendre. Brian Jennings et les personnes près de la voiture accidentée n'imaginent pas que non loin de là, un véhicule transportant des jeunes fortement alcoolisés fonce à toute allure dans leur direction. Derrière le volant, un adolescent complètement ivre, Ethan Couch. La passagère était terrorisée. Elle voyait bien qu'Ethan n'était pas en état de conduire. Selon les rapports de police, il roulait largement au-dessus de la vitesse autorisée. Il avait le pied sur l'accélérateur. Il fonçait à plus de 110 km/h et du mauvais côté de la route. À un moment, il a voulu se remettre sur la file de droite, mais il a braqué à fond et a fini sa course dans l'herbe où se trouvaient les piétons. Au nombre de ces piétons fauchés par le véhicule figurent le pasteur et bon samaritain Brian Jennings, Brianna Mitchell, la jeune conductrice qui a crevé et endommagé la boîte aux lettres des Boyles, la propriétaire de la maison, Holly Boyles, et sa fille Shelby, sortie pour voir ce qu'il se passait. Eric, le mari d'Holly, est en train de déplacer sa boîte aux lettres enfoncée quand il entend le choc. Il a entendu l'impact, un bruit terrible. Un témoin qui se trouvait à 800 mètres de là a rapporté avoir entendu comme une explosion. L'homme découvre alors une scène apocalyptique. Monsieur Boyles est revenu du garage en courant. Et sur la pelouse devant sa maison, il a vu sa femme et sa fille mortes. Où êtes-vous?
D'après ce que j'ai compris, Ethan a percuté la voiture accidentée et a fini sa course dans l'allée. Il a alors fauché les victimes. Arrivé très vite sur les lieux, des témoins appellent les secours. Ils décrivent une scène glaçante. County 911, what is your emergency? There's a multi-car accident out in front of my house. There's 4 or 5 kids. There's kids laying in ditches and streets. Are you with the accident right now? Oh, Lord. Oh, yes. There's another child in the ditch. Oh, my God. Un shérif adjoint dira que ça ressemblait davantage au site d'un crash aérien qu'à un accident de la route. Le shérif et ses adjoints présents sur les lieux ont décrit précisément l'ampleur de la catastrophe. D'après eux, c'était le pire accident de l'histoire du comté. Le véhicule d'Ethan Couch a embouti celui de Brianna Mitchell à pleine vitesse, qui a percuté les 4 piétons se tenant debout devant et le véhicule garé de Brian Jennings. Les 2 garçons assis à l'intérieur sont miraculeusement indemnes. Dans la collision, le pick-up de l'adolescent se retourne. Sergio Molina et l'autre passager qui était assis sur le plateau sont éjectés. Ils ont été éjectés dans l'accident. Tous les 2 ont été grièvement blessés. Sergio survit mais restera lourdement handicapé. Holly Boyles, âgée de 52 ans, et sa fille de 21 ans, Shelby, en revanche, sont mortes sur le coup. Brian Jennings, le pasteur de 41 ans, et Brianna Mitchell, la jeune fille de 24 ans, décèdent eux aussi dans l'accident. Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. C'était terrible. Ces personnes innocentes mortes et ces pauvres adolescents blessés. Tout le monde était sous le choc. Surtout dans une ville de banlieue tranquille comme Burleson. Ethan Couch survit. Il parvient à s'extraire du pick-up. Il aurait même tenté de fuir cette scène de carnage. Ethan m'a parlé de ses séquelles physiques. Il m'a expliqué avoir des trous de mémoire et être incapable de reconstituer certains moments de l'accident. Des témoins inquiets lui offrent leur aide, mais il la refuse. Ethan leur a donné son nom. Il les a regardés d'un air absent et leur a dit que s'ils avaient eux-mêmes subi des dégâts, ils n'avaient qu'à s'adresser à son père qui s'occuperait de dédommager tout le monde. Le jeune homme perd ensuite connaissance et est transporté à l'hôpital le plus proche. Il se réveille quelques heures plus tard avec une fracture du cou, des côtes et le bras cassé. Il est menotté à son lit. Après l'accident, Ethan Couch s'est attiré les foudres du grand public en justifiant son comportement par son éducation d'enfant riche. Une rédemption est-elle possible dans son cas ? Sa réaction quand je lui ai parlé de pardon m'a marqué. C'est parce qu'il a voulu le savoir que l'aumônier et meilleur ami de Brian Jennings, Timothy Williams, a pris contact avec lui, l'adolescent le plus détesté d'Amérique. Il était alors en prison après une condamnation de 2 ans ferme pour violation de son contrôle judiciaire. En juin 2013, alors âgé de 16 ans, il a provoqué un accident de voiture qui a tué 4 personnes. Parmi elles, le pasteur Brian Jennings, qui était le meilleur ami de Timothy Williams. Le conducteur était en état d'ivresse. Après plusieurs mois d'entretien à distance, l'aumônier et le détenu sont enfin autorisés à se rencontrer au parloir. Ça a changé beaucoup de choses d'être assis face à face avec juste une vitre entre nous. C'était très différent. Dans les appels vidéo, il y avait un côté froid et distant. Ce n'était pas pareil qu'il soit à 1 mètre de moi, séparé par une vitre en plexiglas. Ça a été difficile pour nous deux, en fait. Ethan et moi avons développé une relation d'amitié, de confiance, qui faisait qu'on pouvait aborder ensemble les difficultés de la vie. Timothy Williams s'appuie sur l'Ancien Testament, et notamment le livre de Néhémie, pour faire passer un message à Ethan. Néhémie parle de reconstruction. On a lu ensemble ce texte ancien et on a discuté du chemin vers la reconstruction. J'ai utilisé ce texte ancien pour le faire réfléchir et voir en quoi il pouvait s'appliquer à lui. C'est en 2013 qu'Ethan Couch est devenu tristement célèbre, quand il s'est rendu responsable d'un quadruple homicide involontaire en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Ethan avait 2,4 grammes d'alcool dans le sang, 3 fois la limite légale pour un adulte, et qui est de 0 pour un jeune de son âge. Les analyses révéleront également la présence de Valium et de marijuana dans l'organisme du jeune chauffard.
Il n'était pas censé conduire sans la présence d'un adulte devant sur le siège passager, encore moins seul. Il n'était pas censé transporter tous ces adolescents dans son véhicule. Il était en infraction sur quasiment tout. Immédiatement après l'accident, la famille a engagé des avocats, ce qui n'est pas inhabituel en soi. Ce qui l'était plus, c'est qu'ils ont également appelé un psychologue dans les premières 24-48 heures. Sur les conseils du psychologue, Ethan Couch est envoyé dans un centre de désintoxication très chic à Newport Beach, en Californie. Ses parents lui rendent fréquemment visite. Pourtant, le centre conseille à ses patients de mettre un peu de distance avec leur famille, au moins dans les premiers temps de leur cure. À mon avis, ses parents préféraient simplement le voir en cure plutôt que dans un centre de détention pour mineurs. Mais au bout de 62 jours de cure, et contre l'avis du personnel soignant, Fred Couch retire son fils de l'établissement. Il invoquera plus tard des difficultés financières pour justifier sa décision. Ils avaient fait beaucoup d'allers-retours en avion pour voir leur fils, toujours en première classe. En voyant combien ça lui coûtait, il a décidé qu'il n'avait plus les moyens de payer. Ethan Couch étant mineur, l'affaire n'est pas jugée par une cour criminelle. Il comparaît devant un tribunal pour enfants, qui doit décider de son sort. Même si le reste du monde considérait qu'il s'agissait d'une affaire pénale, c'était du ressort d'un juge des enfants. Dès cette audience, Timothy Williams tente une première fois de prendre contact avec le prévenu. J'ai décidé d'être dans le pardon vis-à-vis d'Ethan. Je lui ai écrit une lettre pour entamer cette démarche, avant tout pour moi-même. Ce n'est pas facile de pardonner à une personne qui vous a fait du mal. Ça n'a rien de naturel. Cela demande un travail sur soi-même. J'ai envoyé cette lettre à ses avocats. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais eue. La défense appelle un psychologue au nom de Dick Miller à la barre. L'expert décrit Fred et Tonya Couch comme des parents hautement dysfonctionnels. J'ai compris que la défense cherchait à faire le procès de personnes qui n'étaient pas accusées. On a consacré beaucoup de temps et d'attention aux parents, Fred et Tonya, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire Ethan. Pour expliquer le comportement d'Ethan Couch, le même psychologue explique qu'il souffre d'une pathologie très particulière. Le terme qu'il a utilisé était affluenza, une contraction des mots affluence, qui signifie richesse, et influenza, c'est-à-dire la grippe. D'après lui, Ethan était atteint de la maladie de l'enfant gâté, qu'il décrivait comme le fait d'être incapable de distinguer le bien du mal, parce qu'il avait trop reçu de ses parents sans jamais avoir de compte à rendre. Quand ils ont évoqué cette histoire d'affluenza, la première chose que j'ai pensé, c'est que c'était une excuse, comme les enfants peuvent en inventer quand ils ont fait une bêtise, pour ne pas être punis. Ethan Couch plaide coupable de 4 homicides involontaires. Après 3 jours de témoignage, la juge Jen Boyd prononce sa condamnation. L'adolescent échappe à la prison. Mais il est soumis à une obligation de soins et à une mise à l'épreuve de 10 ans. Mes clients, comme bon nombre de proches des victimes dans ce dossier, ont vraiment eu du mal à y croire. Un ami de Brian Jennings est le premier à avoir explosé. Il a bondi de sa chaise et il a crié. Mon ami s'est énervé et est sorti de la salle en trombe. Il a donné un coup de poing ou de pied dans la porte en sortant. Il y avait énormément d'émotions et de larmes, et de la colère, évidemment. Le procureur nous avait répété de nombreuses fois qu'il fallait s'attendre à ce qu'Ethan aille en prison pour 1, 2 ou 3 ans et effectue le reste de sa peine en liberté conditionnelle. Et donc, entendre la juge lui donner uniquement du sursis, ça nous a tous énormément choqués. Sergio Molina était assis sur le plateau du pick-up au moment de l'accident. Lui qui rêvait de devenir footballeur professionnel est désormais paralysé. Depuis qu'il était tout petit, il rêvait que d'une chose. Son chemin était tout tracé. Il voulait devenir l'un des meilleurs joueurs de foot du monde. C'était son objectif. Au lycée déjà, il se préparait pour ça. Il se battait pour décrocher une bourse. D'après le frère de cette victime, sa famille aurait demandé de l'aide au Couch pour payer les frais médicaux de Sergio avant de porter plainte au civil. Monsieur Couch,
Je suis Maria, la mère de Sergio. Bon sang. Monsieur Couch, Nous avons vraiment besoin d'aide. nous n'avons pas de mutuelle et... Je ne peux rien faire, désolé. Mais nous sommes vraiment désespérés. Nous n'avons pas les moyens de payer. J'ai dû quitter mon travail pour pouvoir m'occuper de lui. Je ne peux rien pour vous. Vous n'avez qu'à prendre un avocat. Il n'en avait rien à faire. Il lui a dit, allez-y, prenez un avocat. Faites ce que vous voulez, si ça vous chante de porter plainte. Ethan Couch et ses parents n'auraient montré aucune compassion. Quand il prend connaissance de la ligne de défense de l'accusé et de la condamnation, le public crie au scandale. Il y a eu une vague d'indignation massive après le jugement. On avait un gamin très riche qui n'était pas envoyé en prison, sous prétexte que n'ayant jamais eu à assumer les conséquences de ses actes auparavant, il en était incapable. Et que par conséquent, ce ne serait pas rendre la justice que de lui imposer maintenant. Ça a mis beaucoup de gens en colère. De Burleson à Fort Worth, la population était scandalisée. Il méritait d'être incarcéré. Il aurait dû faire de la prison ferme. Même pas longtemps. Le pays tout entier s'est indigné de la légèreté de la peine. Les gens en voulaient à la juge Boyd, au comté de Tarrant, à l'État du Texas qui laissait un gosse de riche impuni. Mais ils étaient surtout en colère contre Ethan Couch. Ça a donné lieu à des articles très virulents dans les journaux. C'est scandaleux. Quel prétexte minable. Ce n'est pas la justice. Ce gosse de riche qui a tué 4 personnes va s'en tirer. Les familles des victimes tuées ou blessées dans l'accident engagent des poursuites civiles contre les Couch. Même si sa famille ou lui pensent qu'ils ont gagné, le monde n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Ethan Couch participe à 2 programmes de désintoxication comme la Cour le lui a ordonné au Texas. Ses parents prétendent ne pas être en mesure de les payer. Il n'aurait réglé qu'une infime partie de la facture. Le reste, près de 150 000 $, a été financé avec l'argent des contribuables. On espérait qu'il aurait au moins appris quelque chose et qu'au bout du compte, si on vivait dans un monde idéal, ce que ses familles espéraient, c'était qu'il ferait quelque chose d'utile de sa vie, qu'il serait porteur d'un message « Regardez ce que j'ai fait, ne commettez pas la même erreur », qu'il ferait bon usage de la faveur qu'on lui avait faite. Mais comme elles vont bientôt le découvrir, et le monde entier avec elles, le jeune homme va gâcher cette seconde chance. Allait-il en être de même avec celle que Timothy Williams était prêt à lui offrir pour le mener sur le chemin de la reconstruction? Pendant 1 an, j'ai vu Ethan et j'étais frustré par ce que je percevais comme une absence de progrès, un manque de maturité, l'absence d'évolution personnelle. J'ai beaucoup prié et je me suis demandé à quoi ça sert, que puis-je faire? Ça fait 1 an maintenant. Ce n'est pas facile pour moi d'aller toutes les semaines à la prison. Ça me prend du temps, de l'argent, ça a été dur. Mais au bout d'1 an, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai commencé à percevoir des signaux encourageants. J'ai eu envie de continuer. Je me suis donné encore 6 mois. L'aumônier persévère et continue de guider et d'écouter le jeune homme qui, pour beaucoup, avait été épargné par le système judiciaire car il est bien né. La comparution d'Ethan Couch après l'accident de 2013 n'était pas sa première confrontation avec la justice, et ce ne sera pas la dernière. En octobre 2015, moins de 2 ans après la mise à l'épreuve du jeune homme pour avoir provoqué un accident de la route fatal à 4 personnes, un groupe de jeunes fait la fête à Burleson, au Texas. Un participant à cette soirée où la bière coule à flot filme un invité avec son téléphone portable qui n'est autre qu'Ethan Couch. Quelques semaines plus tard, la vidéo est partagée sur les réseaux sociaux. Une vidéo a commencé à circuler, dans laquelle on le voit prendre part à un jeu de bière pong. Une fête alcoolisée, ce que son contrôle judiciaire lui interdisait. En voyant Ethan encourager ses amis à un concours de bière pong, ma première réaction a été de me dire « Ce gamin n'a vraiment rien compris, on croit rêver ». Ethan Couch avait 18 ans sur cette vidéo. Entre-temps, ses parents ont divorcé une 2e fois. D'après une déclaration sous serment, Tonya Couch aurait alors contacté son ex-mari pour lui exposer la situation délicate de leur fils et l'informer qu'il ne le reverrait peut-être jamais. Une violation de sa mise à l'épreuve risque de l'envoyer en prison pour plusieurs années. Alors plutôt que d'en arriver là, le jeune homme et sa mère choisissent la fuite. Tonya Couch organise ce qui s'apparente à une fête d'adieu pour son fils avant leur départ. Ils ont fait une grande fête d'adieu pour annoncer en quelque sorte qu'ils partaient en cavale
Bien entendu, aucun des invités n'a jugé utile de prévenir les autorités. Au lieu de chercher à aider son fils, elle préférait célébrer le fait qu'ils allaient s'enfuir tous les deux à l'étranger. Ethan se teint les cheveux pour ne pas être reconnu. Les fugitifs font route vers le sud et passent la frontière mexicaine. Sans nouvelles d'Ethan, son agent de probation envoie la police à son domicile. Mais la mère et le fils ont disparu. Ils sont désormais recherchés par les autorités. Le shérif du comté de Tarrant, Dee Anderson, jure de les retrouver et de les traduire en justice. Si on découvre qu'elle l'a aidé à fuir, je peux vous assurer qu'elle fera l'objet de poursuites criminelles. En apprenant qu'Ethan et sa mère s'étaient enfuis au Mexique, j'ai vraiment eu du mal à y croire. Ils réussissaient encore à aggraver leur cas. La police s'est immédiatement lancée à leur poursuite. Un mandat d'arrêt international avec la photo d'Ethan a été émis. Une récompense de 5 000 $ est offerte en échange de toute information permettant son interpellation. Ethan était connu dans le monde entier. La police recevait des appels de partout pour signaler qu'il avait été vu dans tel ou tel endroit. Les gens appelaient dès qu'ils croisaient un adolescent blanc qui lui ressemblait vaguement. Tout le monde croyait l'avoir vu. Ethan et Tonya Couch ont trouvé refuge dans la station balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta. Là-bas, le jeune homme fréquente les clubs de striptease. Il est même parfois accompagné de sa mère. Finalement, ce n'est pas un informateur anonyme qui conduira la police jusqu'à lui, mais Ethan lui-même. Il ignore que son téléphone et celui de sa mère ont été placés sur écoute. Apparemment, Ethan aurait commandé une pizza par téléphone. Et grâce à ça, ils ont réussi à le localiser. Police mexicaine, mettez les mains en l'air! Les deux fugitifs ont été retrouvés en 2 semaines et demie. C'est bizarre, mais je me disais qu'ils ne mettraient pas 2 semaines à être retrouvés. Et c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour les attraper. Quand Ethan et sa mère ont été interpellés au Mexique, on peut dire que l'opinion publique a en quelque sorte jubilé. J'ai l'impression que les gens se disaient « On va enfin pouvoir réparer le mal qui a été fait. Il va enfin être puni pour ce qu'il a fait, pour avoir ôté ses vies et brisé des familles. » Tonya Couch est extradée vers les États-Unis. Son fils tente de contester son transfert en clamant que ses droits civiques ont été bafoués par les autorités mexicaines. En vain, il finit par abandonner le combat et rentre aux États-Unis en janvier 2016. En avril de la même année, un juge prononce sa sanction pour le non-respect de son contrôle judiciaire. Et elle est symbolique. Il a écopé d'une peine de 720 jours de prison pour avoir enfreint son contrôle judiciaire. Le juge a statué qu'il purgerait 4 peines consécutives de 180 jours, je crois. Une pour chaque vie perdue dans l'accident. J'ai trouvé ça normal. Il le méritait. Il avait enfreint les règles. Ce n'était que justice. À l'évidence, il avait besoin d'aller en prison pour réfléchir et se confronter à lui-même. Vous trouverez toujours des gens qui vous diront qu'il n'a pas été condamné à la mesure de ses actes, que justice n'a pas été faite. Mais au final, il est quand même allé en prison. Il a été incarcéré un petit bout de temps. Et ça le suivra jusqu'à la fin de ses jours. À force de travailler avec Ethan, à un moment donné, j'ai senti que j'avais réussi à établir une relation de confiance avec lui. Je pouvais lui parler un peu comme un père avec son fils. Disons peut-être plus comme un oncle, si vous préférez. Quant aux vrais parents d'Ethan Couch, eux aussi vont connaître des démêlés avec la justice pendant que leur fils est en prison. En 2018 et 2019, Tonya Couch échoue à 2 contrôles antidrogue, alors qu'elle était en liberté conditionnelle pour avoir aidé son fils à fuir au Mexique. Le père refait parler de lui en 2019, quand il est arrêté pour violence conjugale.
J'ai entendu parler de ce qui était arrivé aux parents, son père, sa mère, de ce qu'ils faisaient ou pas, mais ce n'était pas le sujet. J'ai laissé ses parents de côté parce qu'Ethan n'avait aucune prise dessus. Il n'y pouvait pas grand-chose. Je me suis vraiment concentré sur lui. Le pardon est au cœur de toutes les discussions entre les deux hommes. Je lui ai dit, écoute Ethan, tu peux avoir de l'espoir, tu peux avoir un avenir, parce que tu as reconnu ta culpabilité. Tu n'as pas fait ce que beaucoup de gens font en clamant leur innocence alors qu'ils sont coupables. Je lui ai dit, Ethan, personne n'a plus besoin que toi d'être pardonné. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des choses bien pires, mais ce n'est pas d'eux dont je me préoccupe. Et toi, tu as besoin de faire entrer le pardon dans ta vie. Et il m'a répondu, je le sais aussi, mais je ne le mérite pas. Je suis quelqu'un de mauvais, j'ai causé trop de dégâts. C'est sûrement ça, mais dans mon cas, c'est impossible. Je ne le mérite pas. Timothy Williams ne se laisse pas décourager. Il continue pendant des mois d'évoquer ce sujet avec Ethan. Il m'a fallu 1 an et demi pour percevoir une évolution chez Ethan, un progrès. Le jour national du pardon, en octobre, il a fini par me dire « Je m'en sens capable de laisser le pardon entrer dans ma vie. » Ça m'a sidéré sur le moment. Il n'a pas réussi à m'expliquer les raisons qui l'ont amené à l'accepter. Vous pensez bien que je lui ai demandé pourquoi aujourd'hui et pas la semaine dernière ou il y a 1 mois. Il a simplement répondu « Je ne sais pas, je m'en sens capable, c'est tout ». Ça lui a donné un bel élan. Il était plus souriant et confiant dans l'avenir. Il paraissait plus présent. C'était un progrès considérable. En avril 2018, Ethan Couch, désormais âgé de 20 ans, est libéré après 2 années d'incarcération dans la prison du comté. Cette fois, il va pouvoir rencontrer Timothy Williams sans vitre pour les séparer. Ma première rencontre avec Ethan en dehors de la prison a été autour de tacos. Ma femme était avec moi et lui était avec sa petite amie. On a mangé des tacos ensemble, tous les 4. J'étais heureux de le voir en personne et de lui serrer la main. J'avais clairement l'impression qu'il avait envie de rester dans le droit chemin, de ne pas s'attirer des problèmes. Pourtant, en janvier 2020, il est arrêté pour avoir été contrôlé positif au THC en violation de son contrôle judiciaire. Ethan s'est encore fait arrêter. Bien entendu, sur le moment, j'ai été terriblement déçu et en colère. Le revoir marcher menotté dans les couloirs de la prison, ça ne m'a pas réjoui. Vraiment pas. Ça ne m'a pas fait plaisir pour moi, ça ne m'a pas fait plaisir pour les autres victimes, ça ne m'a pas fait plaisir pour Ethan. Ethan Couch est cependant libéré le lendemain après l'annonce par les autorités judiciaires d'un problème dans la fiabilité de son test de dépistage. On a appris aux informations qu'il s'agissait d'un faux positif, selon toute probabilité. Sans doute dû au fait qu'il utilisait une huile contenant du CBD. Ce n'était pas parce qu'il avait pris de la drogue. J'étais content. Et surtout soulagé que le test se soit trompé et qu'Ethan n'ait pas rechuté, ou fait un faux pas, appelez ça comme vous voulez. Timothy Williams veut croire qu'Ethan Couch peut faire quelque chose de sa vie. Depuis qu'il est sorti de prison, mon impression, et ce que je constate, c'est qu'il fait beaucoup d'efforts pour rester dans le droit chemin. Il travaille énormément. Ça l'aide à garder l'esprit occupé, à être productif, à s'assumer, à grandir. Je ne prétends pas qu'il ne fera plus jamais de bêtises, mais je crois en ses bonnes intentions et en sa sincérité. Il tient énormément à avoir un comportement exemplaire. L'exemple de Timothy Williams, qui a tendu la main au jeune homme responsable de la mort de son meilleur ami et lui a accordé son pardon, a été une source d'inspiration pour d'autres. On me demande souvent pourquoi j'ai fait ça, si c'était pour pouvoir faire mon deuil, pour avancer, pour être sûr qu'Ethan avait des remords. Je trouve formidable de voir que des personnes qui m'ont contacté ont entrepris la même démarche. Parce qu'elles ont vu que c'était possible, elles ont voulu essayer pour elles-mêmes. C'est toujours un moment très fort quand ça se produit. Aux gens qui disent qu'Ethan n'a pas besoin de notre pardon, je réponds que personne ne mérite le pardon, mais que les gens en ont besoin. C'est ce que j'ai compris très tôt. Le pardon est pour les coupables. Les victimes n'ont rien fait de mal. Ce sont les coupables qui ont besoin de notre pardon. Et je sais que c'est très compliqué. Ce n'est pas forcément quelque chose de naturel de vouloir pardonner à une personne qui vous a fait du mal.
Et pourtant, ça va vous aider à avancer. Ça a été un long cheminement dans mon cas. Il a fallu des semaines et des semaines de travail avec Ethan pour qu'enfin je me sente capable de lui pardonner. Mais il y a un moment où vous sentez que le désarroi, la souffrance et la colère disparaissent peu à peu et que ce ne sont plus ces émotions qui vous gouvernent. Vous vous en êtes libéré.